Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous, que vous soyez dans votre bureau, votre cuisine, votre salon, votre salle à manger. Merci infiniment d'être des nôtres. Nous avons aujourd'hui, pour ce premier webinaire avec Legal Suite sur les enjeux des directions juridiques, le privilège et l'honneur d'avoir un panel d'intervenants de haut vol et de grande qualité. Je remercie infiniment Jean-François Grenier et Émilie Progin de la direction juridique groupe et corporate de chez Altera et Cogedim. Antoine Gignac, vous allez voir, je ne vous dis rien, je vais le laisser parler après, c'est un peu d'exotisme, qui nous vient de loin, et qui nous pourra un peu témoigner de ce qui se passe chez lui. Antoine Gignac, qui est donc directeur des affaires légales chez POCA In Company. Et nous avons aussi, bien sûr, Lionel Schwertz, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est le directeur général adjoint de Legal Suite. Avant de commencer, juste pour moi, une petite introduction. Aujourd'hui, cette crise sanitaire et économique que nous traversons est de manière contrainte un catalyseur de la transformation digitale, de la justice et des acteurs qui la composent. C'est un accélérateur aussi de la transition managériale et de la prise de décision au circuit court. C'est aussi une opportunité pour démontrer son agilité et faire preuve d'initiative et de réactivité. Dans le même temps, jamais, je dis bien jamais, les juristes n'ont été aussi sollicités pour apporter un décryptage devant l'afflux de mesures législatives et d'ordonnances impactant le fonctionnement, bien sûr, déjà de tout un pays, de chaque pan d'activité, de leur entreprise, mais aussi de leurs partenaires et de leurs fournisseurs. Alors, dans une période où le juriste joue un rôle pivot, c'est l'occasion de gagner en efficacité opérationnelle. Du point de vue organisationnel et structurel, une partie des juristes avaient déjà amorcé la digitalisation de leur direction et ont su s'adapter rapidement à cette situation. D'autres, au contraire, ont pris du retard dans l'adaptation de cette crise sanitaire et dans leur plan de continuité d'activité. Enfin, même si les projets nous font vivre et nous permettent de nous projeter dans l'avenir, nous sommes tous entrés dans une phase court-termiste de nos activités, ce qui développe chez nous une plus grande capacité d'adaptation, de priorisation et d'efficience. En gros, on va à l'essentiel. Et je vais tout de suite aller à l'essentiel pour bien sûr saluer Jean-François Grenier, Émilie Progin et Antoine Gignac. Et d'abord, vous poser forcément cette question, c'est comment allez-vous? Déjà, comment allez-vous? On va commencer, honneur aux dames, par Émilie Progin. Bonjour. Écoutez, comme tout le monde, assez bien en ce moment, même si on s'adapte chaque jour à cette situation un petit peu exceptionnelle. On essaye d'être des pieuvres en faisant un petit peu les devoirs aux enfants, un petit peu le travail, un petit peu tout ce qui se passe à la maison. Donc, c'est une période un peu qui nous demande une adaptation permanente. Jean-François Grenier, comment allez-vous le moral? Bien sûr, bon, j'imagine. Oui, si vous voulez, quand on pensait au télétravail, quand je pensais au télétravail, je ne pensais pas à moi, puisque c'est souvent une revendication des salariés pour gagner en souplesse. Donc, je ne m'imaginais pas travailler pendant plus d'un mois à distance avec une équipe qui ne serait pas sous la main. Donc, c'est vrai que le télétravail, pour parler de façon très simple, c'est quelque chose qui fonctionne techniquement, humainement, mais finalement, ça n'est pas la panacée, c'est-à-dire du télétravail à 100% et tout le temps. C'est un peu usant pour des raisons très simples. La première, c'est que lorsque vous avez un ordinateur qui est ouvert en permanence, vous avez tendance à ne plus avoir d'horaire. Vous regardez le matin, le soir très tard, le week-end, vous répondez aux mails au fil de l'eau. Donc c'est très important d'avoir une discipline comme si on était sur les lieux du travail. Donc c'est assez usant en définitive. Ensuite, vous n'avez pas la chance d'être distrait en permanence par des collègues qui viennent tailler une bavette. Il n'y a pas de machine à café. Il n'y a pas finalement ce qui fait que physiquement sur les lieux du travail, on n'est plus dérangé, mais finalement, le résultat, c'est qu'on est beaucoup plus intensément sur le métier. Et finalement, il y a donc une espèce d'usure qu'on ressent très bien, que ressentent d'ailleurs les membres de l'équipe lorsque nous avons nos points Microsoft Teams réguliers. Donc voilà, c'était pas du tout prévu. Je ne me voyais pas du tout dans cette situation. Ça marche, mais c'est fatigant.
Alors, je vous rassure, moi, je suis directeur de la prospective du groupe Septéo qui adresse les professions du droit, l'immobilier et de l'IT avec des solutions logicielles et servicielles. Et mon métier, en effet, la prospective, c'est un levier stratégique au service des entreprises, justement, et derrière au service de l'innovation managériale, l'innovation structurelle, digitale, bien sûr, et organisationnelle. Et je fais des projections réalistes, hein. Et si vous voulez, j'avais élaboré des scénarios à 3 ans aujourd'hui sur la transformation des professions du droit, et il s'est passé à peu près en 1 mois et demi ce que j'avais prévu sur 2 ans. Donc en effet, personne n'avait prévu, si vous voulez, tout ça. C'est un vrai catalyseur. Mais après, on verra justement les effets bénéfiques ou pas de ce fameux catalyseur. Antoine Gignac, eh bien, je vais vous laisser la parole et nous dire aussi comment allez-vous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Oui, bonjour à tous. Antoine Gignac, moi je vous parle en direct de Québec au Canada. Donc chez nous, il est 11 heures, 6 heures de différence normalement avec nos amis français. Alors, merci de nous recevoir. Merci à Legal Suite d'avoir organisé ce webinaire. Alors nous, évidemment, on est un peu comme tout le monde, confiné depuis déjà 1 mois et 2 semaines. Mais ça se passe relativement bien. Dans notre cas, chez POCA, notre solution, nos services, c'est essentiellement des logiciels en info nuagique. Donc, par définition, si on veut, par design, nos services sont déjà bâtis pour, si on veut, fonctionner à distance et même aider les entreprises et nos clients à gérer des crises comme celle du coronavirus ou du COVID. Et même au niveau de notre structure d'entreprise, évidemment, on avait déjà une infrastructure, si on veut, technologique qui nous permettait de travailler à distance. Mais évidemment, c'est une adaptation puisque c'était pas du tout en tout temps qu'on était structuré de la sorte. Alors, il a fallu quand même procéder à certaines adaptations, modifier nos façons de travailler. Mais somme toute, c'était aussi une opportunité, effectivement, pour accélérer l'utilisation des nouvelles technologies, des innovations. Et dans notre cas, c'est pour ça en discutant avec mes collègues chez Legal Suite, on est en train peut-être d'intégrer aussi une certaine automatisation là, dans la gestion de nos affaires juridiques, y compris des contrats. Alors, je pense que c'est de l'adaptation définitivement, mais aussi une opportunité pour les entreprises et je pense un avantage pour les entreprises qui vont pouvoir s'adapter, d'en ressortir peut-être avec une force supplémentaire pour la suite, puisque d'après moi, il y aura des conséquences à long terme, à moyen et à long terme sur la façon dont on va travailler là, par la suite. On a souvent dit d'ailleurs des professions du droit, il faut apprendre maintenant de plus en plus en fait à se réinventer, à repenser son modèle. Alors c'était des grandes phrases, hein, bien sûr, parce qu'on n'était pas poussé derrière. Et là, en fin de compte, c'est une nécessité. Et au travers d'une crise, on voit que c'est une nécessité aujourd'hui. Lionel, bonjour. Lionel, enfin rebonjour. Comment allez-vous? J'imagine pas mal occupé aussi justement par tout ça. Bah oui, effectivement, enfin, cette crise était, on va dire, bien sûr, tout le monde l'a dit, on va dire complètement inattendue et nous a tous pris, on va dire, par surprise. Et donc nous a forcé on va dire, en tant que dirigeant d'entreprise, on va dire, avoir une agilité au quotidien pour définir au jour le jour, on va dire, surtout au début, sur lequel on découvrait, on va dire, tous les éléments par rapport à cette pandémie et les conséquences que ça allait avoir à la fois sur la vie de l'entreprise, sur la vie des collaborateurs, sur les modes de fonctionnement, mais également, on va dire, sur nos activités commerciales et de business. Ben, ça nous a nécessité pour moi, on va dire, 2 choses. On va dire une très grande agilité pour réagir, on va dire, quotidiennement et presque au jour le jour par rapport, on va dire, aux nouvelles informations, aux nouvelles réglementations, à différents éléments nouveaux qui arrivaient. Et une adaptabilité, on va dire, très forte. Aussi, ça a permis de déclencher de la créativité parmi les collaborateurs, parmi tous les éléments, en disant maintenant, OK, il faut qu'on invente cette nouvelle façon de travailler. Donc, comment faire pour, effectivement, ces visioconférences que l'on fait quotidiennement, pour s'assurer que les gens qu'on voyait à la cafette, qu'on ne voit plus à la cafette, comment est-ce qu'on va faire pour communiquer avec eux, et aussi pour s'adapter par rapport à qu'est-ce que ça change pour nos clients, les directions juridiques, quelles sont les pratiques qui vont changer chez elles et quels sont les services que l'on peut leur proposer qui vont les aider dans leur accomplissement de leur mission quotidienne.
Oui, donc ça a challengé un acteur tel que vous, finalement, pour vous aussi, comme tout le monde, finalement, essayer de s'adapter au plus vite et peut-être dans les roadmaps, prioriser les choses pour pouvoir justement mettre à disposition aussi des directions juridiques, des solutions concrètes qui aujourd'hui sont d'une grande utilité. Jean-François Grenier, au sein donc de votre organisation et notamment de votre entreprise, si on parle maintenant de l'aspect crise, impact, organisation, structure et aspect contractuel, comment les directions juridiques, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la vôtre, hein, avant tout, comment votre direction juridique, bien sûr Émilie Progin, peut interagir au contraire pour apporter sa vision, comment justement vous avez su vous adapter rapidement pour maintenir l'activité. Vous m'avez un peu parlé de vous, mais moi j'ai pu constater dans pas mal d'organisations que finalement ça a été peut-être une opportunité pour donner plus d'initiatives, de responsabilisation et d'autonomie à des collaborateurs, notamment dans les directions juridiques, de les impliquer davantage aussi, d'attendre d'eux une plus grande réactivité. Et notamment, finalement, ils montent en compétences parce qu'on voit que peut-être ils se forment à côté sur pas mal de sujets. Déjà, ils se forment sur des outils, mais ils se forment aussi forcément pour apprendre de nouvelles choses. Donc, vous, comment vous avez mis en place tout ça et on va dire comment vous avez pu vous adapter? Bon, je vais passer la parole à Émilie, puisque comme Émilie est en fait la personne qui est en charge de tout ce qui a trait à la digitalisation, à la numérisation au sein des fonctions corporate. Et il y a un très gros travail qui a été fait juste avant la crise. D'abord, nous n'avons pas, la crise ne nous a pas pris par surprise de ce point de vue, puisque nous avons eu une répétition générale avec nos amis de la SNCF qui, avec leur grève, qui n'en finissaient plus, puis la grève de la RATP, pour permettre à des personnes qui prennent les transports en commun et pouvoir assurer la continuité du travail, nous avions effectivement déjà pris des mesures, distribution de smartphones, distribution d'ordinateurs portables avec la connexion distante. Donc c'est comme la plupart des entreprises d'Île-de-France, on avait eu droit à cette répétition générale. Donc nous n'avons pas été pris par surprise. Simplement, le fameux vendredi 13, quand on s'apercevait qu'il n'était plus raisonnable de demander aux personnes de continuer à travailler physiquement, nous avions déjà les moyens techniques. Maintenant, Émilie va vous parler des instruments, puisque nous avions eu la chance de mener un travail très ambitieux de réorganisation et de numérisation. Donc, Émilie, et qui d'ailleurs a été fait avec l'aide de mon voisin de gauche ou de droite, je ne sais pas où il figure sur l'écran, de Legal Suite. C'est-à-dire que nous avons lancé de pair avec cette réorganisation tout un projet de numérisation. Donc, Émilie, si vous pouviez rappeler très rapidement. Les grandes lignes du projet. Oui, effectivement, en fait, on avait dans notre direction juridique en 2018 eu un grand projet de réorganisation du service pour le faire passer dans le 21e siècle. Et donc, on a mis pas mal de process en place. On a d'abord voulu numériser, publiposter, digitaliser le plus possible. Donc, ça s'est passé par plusieurs grandes étapes. On a créé une bibliothèque de documents en interne de façon à pouvoir publiposter les documents par la suite en prenant des informations dans une base de données. On a, pour ce faire, la base de données, on s'est appuyé sur Legal Suite qui avait cette fonction de publipostage. Donc, toutes nos informations, il faut savoir que dans le groupe, on a un peu plus de 700 sociétés. Donc, toutes les informations sont sur la base de données Legal Suite et sont publipostées dans les documents que nous avons créés pour adapter à nos besoins. Et on a aussi, dans ce cadre-là, on a travaillé avec les services comptables notamment et aussi nos services opérationnels de façon à obtenir ce qu'on appelle des fichiers plats qui sont intégrés directement dans notre logiciel de façon à ce qu'ils puissent être par la suite intégrés eux aussi dans le publipostage. Ce qui fait que
Pour faire simple, par exemple, quand on fait une assemblée générale d'approbation des comptes, ce qui est d'actualité en ce moment, on a notre service comptable qui nous envoie les chiffres clés et les données de LME qui sont intégrées dans Legal Suite et qui sont ensuite sortent automatiquement dans les documents que nous avons préparés dans notre bibliothèque. Donc, tous ces procédés avaient été mis en place début 2019. On avait fait déjà une première campagne. Ce qui nous a permis de nous roder. On a également demandé à nos opérationnels de nous envoyer les informations pour les rapports de gestion de manière automatisée dans des classeurs Excel. Plus chacun sa façon de voir, mais ça a été très formaté. En fait, on a pensé en fait tout le système de façon à ce que ce soit beaucoup plus compartimenté, qu'on ait plus de facilité à récupérer les informations et les injecter dans des documents qui sont les nôtres pour gérer notre masse en fait, parce que nous on a un gros problème de masse d'informations et de documents à produire. Donc ça c'est dans le cadre de l'approbation des comptes et de tout ce qui est documents de vie sociale que nous avions des problématiques. Et on a également mis en place l'année dernière, ce qu'a dit Jean-François, on a mis en place la signature électronique en interne l'année dernière de façon à gagner aussi en fluidité, à faire un sort à une grande partie des parapheurs qui étaient un outil d'un autre temps et auquel on a bien envie de faire un sort. Et on a aussi lancé en parallèle le CertiGreffe. On s'est doté d'un certificat électronique pour commencer à faire une partie des formalités en ligne. Donc, on avait déjà un certain nombre de jalons qui avaient été lancés l'année dernière, qui nous ont permis en fait de rebondir assez rapidement cette année et de créer de nouveaux documents pour s'adapter aux dispositions qui ont été prises dans le cadre du coronavirus. Et plus particulièrement pour les assemblées générales, on va procéder, nous, beaucoup par consultation écrite. Donc, on a fait de nouveaux modèles qui ont été intégrés dans notre logiciel et qui vont nous permettre de travailler toujours à distance et avec une certaine fluidité et sans avoir des délais très importants pour pour être opérationnel en fait. On a tout le travail fait en 2019 porte ses fruits assez rapidement finalement dans le cadre de cette crise. Et on est en train de lancer notre dernier projet, c'est une réflexion sur la dématérialisation des registres d'assemblée générale. Donc ça qui est en cours avec nos amis de Legal Suite également. Accompagné. On va en parler justement. Voilà. On va en parler dans le volet vie sociale justement dans le déroulé un peu plus loin. Merci beaucoup. Antoine, pareil, juste pour rebondir sur votre activité, c'est vrai que vous étiez déjà vraiment avancé dans le numérique parce qu'en fait, dans votre activité, vous avez une application qui est conçue pour connecter les travailleurs aux opérations numériques de la manufacture et favoriser une culture de l'amélioration continue. J'imagine que ce que vous faites à vos clients, vous l'êtes appliqué à vous-même. Comment, du coup, vous êtes adapté par rapport à tout ça? Effectivement, nous, on avait déjà une structure technologique qui nous permettait de travailler assez efficacement dans un contexte comme on connaît. Évidemment, nous, on est en info nuagique non seulement pour notre application, les services qu'on fournit à nos clients. On utilise évidemment des services dans le fond un peu globaux, dans le sens où c'est Amazon Web Services qui est la plateforme qui supporte l'ensemble de notre application pour l'ensemble de nos clients. Même chose pour nos services à l'interne aussi. On avait aussi déjà, évidemment, plusieurs outils qu'on utilisait à l'interne. Et j'en nomme quelques-uns. Slack, qui est un outil que vous connaissez probablement. D'ailleurs, je pense que Legal Suite utilise aussi cet outil-là, qui permet en fait de communiquer à l'interne dans une entreprise. Alors, nous, on utilise beaucoup cet outil-là pour communiquer entre les différentes équipes internes de l'entreprise sur des aspects commerciaux, des aspects techniques, contractuels, juridiques. Alors, on a continué, mais on a augmenté, si on veut, l'utilisation de cet outil-là pour coordonner les actions, les initiatives des différentes équipes. Nous, l'ensemble aussi de nos documents
se retrouvaient déjà sur une infrastructure technologique. Alors, on a évidemment la suite Google, on a aussi SharePoint, qui sont tous des outils infonuagiques. Alors, nous, l'ensemble de nos documents, disons d'un point de vue juridique, étaient déjà accessibles à distance. Alors, ça facilite beaucoup le travail, évidemment, quand on est à distance. Et je suis en train de discuter avec nos amis de Legal Suite pour intégrer aussi le volet contractuel. Mais je pense qu'il y a un aspect important qu'on a réalisé, du moins chez nous, c'est qu'évidemment, et on a aussi par exemple Salesforce, qui est l'outil financier de gestion qui permet là, de gérer tout l'aspect commercial, financier avec nos clients et aussi à l'interne. Alors, dans notre vie, si on veut, chez Poca, on a une foule d'outils, mais jusqu'à un certain point, il faut essayer d'avoir une certaine cohérence et d'avoir une certaine de tous ces outils-là, parce que quand on a plusieurs outils, il y a des fois un risque qu'on ait une duplication ou qu'on ait peut-être une coordination qui soit plus difficile à faire quand on a de l'information peut-être contradictoire dans certains outils. Et c'est là où, par exemple, je pense une solution comme celle de Legal Suite qui est capable aussi d'intégrer différents outils ensemble, ça demeure un aspect important parce que si on fait juste ajouter des outils et qu'on n'a pas nécessairement une intégration de ces outils-là, ça peut des fois créer certaines problématiques et peut-être réduire la vélocité de réaction ou la pertinence des actions qu'on va prendre. Donc, avec toute cette situation-là et tous les outils, c'est aussi important de garder une espèce de vue à 360 degrés et d'intégrer un peu tous les outils le plus possible pour justement éviter d'avoir de l'information dans plusieurs outils, mais qu'il n'y ait pas nécessairement une cohérence entre tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, garder en tête quand on gère tout ça, là. Ouais, donc capitaliser en fait sur votre donnée aujourd'hui qui n'est pas forcément unifiée au sein d'un cluster d'un point de vue global, on va dire, mais aujourd'hui qui est un peu disséminé, même si vous avez une vue dessus, mais d'avoir cette réflexion de pouvoir tout unifier, centraliser justement pour plus grande réactivité d'analyse derrière et de traitement dessus, c'est ça? Tout à fait. D'accord. On va rester avec vous. Sur l'aspect maintenant fournisseur partenaire, j'imagine comme tout le monde, parce que oui, certes, vous avez été impacté au niveau de la direction juridique, mais forcément, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires aussi. Je crois que très peu de personnes sont épargnées à ce niveau-là. Comment vous avez su gérer justement la relation aujourd'hui, contractuelle aussi, bien sûr, et puis la relation forte qu'il peut y avoir avec un partenaire et avec le fournisseur, que ce soit sur votre territoire peut-être ou au-delà en fait. Parce que j'imagine qu'entre les clauses, entre pareil les réglementations chez vous, entre l'impact qu'il y a eu chez eux, ça ne va pas être très simple. Non, effectivement, c'est tout un casse-tête. Dans le fond, nous, Poca, on vend nos solutions en direct avec nos clients, mais on a une forte croissance aussi de revente. Donc, on travaille avec des grands groupes industriels. En fait, nos clients, nous, la plupart de nos gros clients, on a Danone, par exemple, Bosch ou ABB, qui sont des très grands groupes industriels. Donc, par exemple, pour ces grands clients-là qu'on a, on va installer, si on veut, notre logiciel pour l'ensemble de leurs usines. Souvent, on commence à petite échelle, on fait une implantation pour une usine et lorsqu'on a fait la preuve de concept, ben, on va déployer dans l'ensemble du groupe du client. Alors, c'est un peu la façon de faire. Donc, évidemment, certains de nos clients ont été impactés, évidemment, parce qu'ils sont situés un peu partout dans le monde. Donc, évidemment, on a vu la vague arriver qui est partie un peu de l'Asie, qui est arrivée après vers l'Europe et finalement chez nous au Canada, en Amérique du Nord. Donc, petit à petit, on a vu nos clients globaux, si on veut, fermer petit à petit certaines usines ou ralentir. Dans notre cas, souvent, nos clients sont dans le domaine du manufacturier ou de la production de denrées. Dans le fond, on appelle ça food and bev, dans le fond,
production alimentaire. Donc, ils n'ont pas connu nécessairement d'arrêt complet, mais évidemment une baisse de production. Et en fait, nous, déjà notre logiciel, notre application est fait pour gérer justement un peu ce genre de situation-là parce qu'elle permet une communication entre les différentes usines de nos clients, entre les différents employés d'une même usine, entre les différents corps de travail aussi. Donc, ça permet aussi de connecter et de gérer la connaissance et de partager l'information. Mais évidemment, il y a eu des impacts. Alors, on a dû travailler avec nos clients dans les contrats. On a aussi évidemment connu un peu un ralentissement, si on veut, des ventes jusqu'à un certain point de la part de nos partenaires, de nos partenaires de revente. Mais dans le fond, je vous dirais, somme toute, on a quand même continué à avancer dans nos offres commerciales. Même en fait, ce qu'on a fait, nous, dès qu'on a été, si on veut, impacté par la situation, on a développé une offre d'affaires qu'on a appelée, si on veut, continuité des affaires, où on a mis gratuitement à la disposition de tous ceux qui voulaient la solution pour une période de 3 mois pour leur permettre justement de gérer, si on veut, la crise en installant notre application. Alors, on a mis ça sur pied. Alors, il y a plusieurs de nos clients ou de nouveaux clients qui ont pu utiliser notre logiciel pour gérer la crise. Donc, effectivement, on a eu des opportunités avec ça, mais aussi des aspects à gérer avec nos clients. Mais je vous dirais, dans la majorité des cas, on a continué à pouvoir déployer. Évidemment, comme par exemple chez nous spécifiquement, quand on vend la solution chez un de nos clients, c'est une licence, évidemment, qu'on installe chez nos clients, mais il y a un volet service professionnel. Donc, on doit faire l'implantation de notre logiciel avec un processus quand même assez défini là, d'accompagnement du client, de configuration, un peu comme ce que Legal Suite fait aussi avec ses clients. Alors, nous, évidemment, du jour au lendemain, d'habitude, nos employés se rendaient sur place chez nos clients pour faire cette implantation-là. Alors, avec les mesures de confinement, on a dû revoir un peu notre façon de travailler, faire l'implantation à distance. Alors, on a dû revoir un peu nos façons de travailler et un peu revoir nos contrats pour les adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, plutôt que d'avoir des employés qui se rendaient chez nos clients, on a dû faire des implantations à distance avec les outils technologiques qu'on dispose. Alors, c'est un peu tout ça qu'on a dû réadapter, si on veut, ou adapter pour tenir compte de la situation. Mais somme toute, on a continué à avancer quand même dans les projets avec nos partenaires et le déploiement, en fait, de nos ententes avec nos partenaires. Okay. Merci, M. Gignac, c'était très instructif. Jean-François Grenier aussi et Émilie Progin, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est vrai que dans votre groupe, en fait, vous êtes une société qui est spécialisée aussi dans la construction, l'extension et le développement de centres commerciaux, mais aussi dans la promotion immobilière. Alors, Dieu sait que vous avez un sacré écosystème, parce que j'imagine entre les fournisseurs, les partenaires, les avancées justement que vous aviez en matière immobilière qui ont peut-être dû être arrêtées à un moment donné. Donc, j'imagine que au niveau du droit, c'était complètement transverse et connexe, parce que ça a eu plein de pans de droit qui ont été concernés à un moment donné. Comment vous avez géré justement votre relation avec vos partenaires et fournisseurs dans ce cadre? Alors, si vous voulez, c'est bien entendu sur les opérationnels qui sont de première ligne. C'est-à-dire que nous avons un très grand nombre de beaux commerciaux dans les centres commerciaux, nos locataires qui sont aussi bien de grosses enseignes qui d'ailleurs ont continué à travailler pendant le confinement et semblent réaliser des chiffres d'affaires tout à fait notables, et puis de plus petits locataires indépendants qui évidemment ont été obligés d'abaisser la grille et qui se trouvaient en situation difficile. Donc, si vous voulez, il faut quand même rappeler que cette crise qu'on a souvent tort de comparer avec la crise bancaire ou la crise de 29, c'est finalement une crise qui n'a rien d'économique. Il s'agit simplement de la décision qui a été prise, que je ne conteste pas, hein, puisque il est normal qu'il y ait un principe de sécurité, mais les pouvoirs publics ont décidé de nous interdire de travailler. Donc finalement, nous ne demandions qu'à continuer
à livrer nos clients qui nous ont commandé des appartements, à terminer donc l'achèvement des sièges de nos clients pour tout l'immobilier d'entreprise. Notre souhait, c'était évidemment de continuer à faire tourner les centres commerciaux et simplement cette espèce de force majeure étatique, mais que je ne conteste pas, fait que tous clients fournisseurs, nous sommes en quelque sorte, nous souffrons ensemble du fait d'une mesure qui nous est imposée. Ceci veut dire qu'il y a eu un dialogue adulte, et bien, on ne pouvait pas, toujours se prévaloir de la force majeure. Et finalement, on est allé vers nos clients. On s'est parlé. Dans certains cas, vous avez des chantiers qui continuent à fonctionner en sécurité parce que c'est possible, parce qu'on n'est plus dans les travaux de génie civil, dans les gros travaux. Dans d'autres cas, le chantier est totalement interrompu. Et dans ce cas, nous avons rediscuté l'échéancier avec le client final. Nous avons offert aux petits commerçants dans les centres commerciaux, ce que nous n'avons pas fait évidemment pour les grosses enseignes, puisqu'elles continuaient à tourner à plein rendement. Nous leur avons évidemment offert un mois de gratuité de location. Donc, si vous voulez, le rapport juridique n'est pas un rapport de force comme on peut le connaître souvent dans nos métiers, c'était plutôt la façon de voir ensemble comment faire pour finalement s'organiser pour la reprise. Et ce qui est quand même important, si vous voulez, je soulignais le fait qu'on était dans une crise atypique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de crise économique, il y a une volonté de nous empêcher de travailler, que je ne conteste pas, mais c'est vraiment un fait extérieur. Si vous voulez, il y a à côté de cela, ce qui est tout à fait nouveau, cette difficulté à savoir quand on reprendra. C'est-à-dire que pratiquement chaque semaine, on espère que ça reprendra la semaine suivante. Et nous avons tous l'impression, finalement, sans le dire, qu'à partir du moment où le déconfinement sera décidé, nous aurons la possibilité de reprendre nos affaires, que tout repartira, ça fusera en quelque sorte. Dans ce contexte, vous n'êtes pas dans un rapport, vous ne réfléchissez pas en termes de force majeure, mais plutôt, par exemple, en termes de clause de hardship, vous essayez de passer outre, d'aller plus loin et de trouver ensemble un terrain d'entente pour poursuivre. Et vous n'êtes pas dans l'optique, par exemple, d'une résiliation de vos contrats, vous essayez de faire en sorte, finalement, que le tissu soit préservé, vous ayez toujours des clients, des fournisseurs, simplement vous êtes dans un retard d'exécution, vous savez qu'ils sont de bonne foi, puisqu'ils font tout leur possible en fonction du confinement, pour essayer de poursuivre leur travail. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en définitive, on s'est surtout parlé, et l'aspect juridique au sens un petit peu punitif, au sens où on relie les clauses pour essayer finalement de se sortir de nos engagements, était quand même assez subalterne. Ce n'est pas la même chose avec les banques, puisque bien entendu, nous avons dans nos métiers qui sont des métiers dans lesquels il y a un endettement logique, puisque finalement nous achetons des terrains pour construire des centres commerciaux, nous achetons des terrains rares en matière de promotion immobilière pour ensuite les construire et le vendre par appartement. Nos amis banquiers ont commencé à éplucher les covenants. Il a fallu rediscuter les crédits, passer des avenants. Et les clauses qui nous paraissaient finalement relativement anodines, celles qui traitent par exemple des procédures collectives, croyez-moi, nous les avons relues. Les covenants, leur respect actuellement, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est devenu très tatillon. Mais on voit bien que le juriste est dans un exercice qui finalement est un peu décalé. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, nos banquiers ont peur, il faut les rassurer et on doit être beaucoup plus prudent. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc voilà, c'était beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus au service de l'opérationnel pour trouver finalement des instruments d'une reprise.
Alors, vous répondez, en même temps, du coup, vous me tendez une perche justement pour embrayer sur la question suivante, pour parler de la phase d'audit des contrats, parce que vous parlez de clauses. Au sein du suivi contractuel, justement, quelles sont les clauses que vous, et votre département, votre direction, votre service, avez identifiées, dans celles qui peuvent générer du risque, ou au contraire, celles qui sont des leviers d'opportunité? Est-ce que vous me dites que finalement, il y a eu peu de modifications de clauses? Alors après, selon les secteurs d'activité, on essaie de voir si on ne peut pas rajouter une clause sanitaire, rajouter une clause de force majeure, bien sûr, toujours selon l'activité. Donc j'imagine qu'il y a un travail derrière de révision quand même de contrat et d'audit pour essayer de voir rapidement et identifier rapidement justement les signaux forts, les signaux faibles. Donc, à ce sens-là, justement, comment vous avez réussi justement à identifier justement les clauses à risque et les clauses, on va être entre guillemets, Je vais peut-être laisser Antoine répondre, mais c'est tellement simple. Voilà, la réponse est tellement simple. On savait très bien quels étaient les points sur lesquels il existait un danger. Je vous parlais des covenants bancaires. Il était évident qu'il fallait donner aucune prise à une exigibilité anticipée, à une remise en cause de financement. Également, dans tous les contrats passés avec les entreprises de travaux, il fallait bien regarder ce qui pouvait ressortir ou non à la force majeure. Bien entendu, il y a eu un recensement qui s'est fait très rapidement. Et d'ailleurs, je déplore que pour ce faire, nous n'ayons pas eu d'instruments de type intelligence artificielle pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour l'identification de ces points de faiblesse. Je crois que c'est un point qui sera sans doute à améliorer. Oui, il y a eu un recensement, c'est clair, pour répondre à la direction générale et pouvoir analyser le risque dans lequel nous nous trouvions. Et enfin, en termes de déclaration, nous sommes un groupe qui compte 3 sociétés cotées sur le compartiment A, B et C de Euronext. Et il est clair que l'autorité des marchés financiers n'a eu de cesse de nous demander de communiquer, de gérer l'information privilégiée éventuelle que pouvait constituer un changement notoire dans nos activités, dans nos risques. Ça s'est fait à l'occasion du dépôt de nos documents d'enregistrement, de nos URD. Ça se fait à l'occasion de communiqués qui nous sont réclamés. Et c'est bien entendu ce qui se fait à l'occasion de l'indexation de prospectus si nous voulons aller chercher de l'argent sur le marché obligataire. Il est clair que la patrouille veille. D'accord. Merci infiniment. De votre côté, Antoine Gignac, est-ce que il y a eu autant d'ordonnances, de réglementations nouvelles, pratiquement quotidiennement aussi, comme chez nous, et qui vous a impacté au point justement d'aller réviser un peu tous les contrats pour apporter une plus grande sécurité juridique pour votre entreprise et pour vos clients et vos partenaires? Oui, ben c'est sûr qu'effectivement, dans un premier temps, la réflexion se porte un peu sur la question de la force majeure, puisque ce sont des clauses qui se retrouvent dans la plupart des contrats. Puis je rejoins un peu ce que M. Grenier disait. Effectivement, nous aussi, on n'était pas dans une logique nécessairement là, de confrontation avec nos partenaires, nos partenaires contractuels, nos clients. On était plus évidemment dans un mode de conciliation, de résolution de la situation, comment on pouvait peut-être revoir les contrats sans nécessairement radicalement changer les termes, mais peut-être reporter certaines obligations de paiement. Et dans tous les cas, évidemment, la question de la force majeure et de ces clauses dans les contrats, c'est relativement important. Ça varie évidemment d'une juridiction à l'autre. Nous, nos contrats sont majoritairement signés sous la loi québécoise, canadienne, mais évidemment, on a des contrats sous la loi française, la loi allemande et dans d'autres juridictions. Évidemment, ce concept-là de la force majeure, même s'il se retrouve dans la plupart des systèmes juridiques, va peut-être varier au niveau de leur application. Donc, c'est toujours un peu difficile de répondre de façon globale. Si je prends l'exemple de la COVID-19 ou du coronavirus, il est fort probable, du moins en droit québécois, que ce serait considéré par les tribunaux comme un cas de force majeure, comme les attentats du 11 septembre 2001, par exemple, ou la crise H1N1 qui, par les tribunaux québécois, a été reconnue comme des cas de force majeure. Alors, plutôt que de rentrer dans une logique évidemment, de voir est-ce qu'on est dans un cas de force majeure, est-ce qu'on doit faire appel à ces clauses-là. On a préféré, évidemment, je pense,
y aller plus dans une approche commerciale et de voir comment on peut réaménager nos relations contractuelles. Mais définitivement que ces clauses-là ont fait l'objet de révision, d'attention particulière. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas dû nécessairement mettre fin à nos contrats ou à certains contrats en raison de ces clauses-là. Alors, évidemment, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est évidemment, ça dépend aussi toujours un peu du type de contrat, de l'industrie. Nous, dans notre modèle d'affaires, les clients paient à l'avance. Donc, par exemple, c'est des licences annuelles. Donc, c'est payé à l'avance pour l'année, le 12 mois, dans le fond, de terme. Donc, encore là, ça dépend aussi de la façon dont les contrats peuvent être structurés. Mais comme M. Grenier disait, on est plus peut-être dans une logique de s'entendre avec nos partenaires qu'autre chose. Merci Antoine. Lionel, M. Grenier nous parlait justement tout à l'heure de solutions basées sur, alors on va dire, moi je vais dire du data mining, du text mining, d'aller rechercher justement et identifier tout de suite certaines clauses. Comment vous, justement, d'après vous, quelles sont les solutions qui pourraient faciliter justement cette détection de clauses à risque et les leviers d'opportunité? Donc justement, effectivement, on va dire, nous travaillons depuis, on va dire plusieurs mois, et nous avons maintenant, on va dire, une solution qui nous permet d'avoir d'identifier au travers de mécanismes d'intelligence artificielle d'un certain nombre d'éléments de documents et de contrats en particulier. Et donc en particulier, on peut identifier parmi les contrats les clauses particulières de type les clauses de force majeure, les clauses de résiliation, les clauses de fin de contrat. Et donc ça peut aider effectivement, on va dire, nos clients, donc les directions juridiques, à être plus efficaces dans leur screening de leur ensemble, de leur corpus contractuel, pour essayer d'identifier parmi l'ensemble des clauses, par exemple de force majeure, celles qui sont standards, celles éventuellement qui ont été négociées, qui pourraient être un peu différentes, et donc du coup de se concentrer parmi l'ensemble de ces contrats sur ceux éventuellement pour lesquels la clause de force majeure présente éventuellement davantage de risques, par exemple, ou vous pouvez dire si les contrats bancaires sur les clauses de covenant, par exemple, sont éventuellement un peu plus atypiques et sur lesquels il faut se pencher. Donc ça, c'est effectivement des outils, on va dire, qu'on développe actuellement. Et je voudrais mentionner, on va dire, une annonce d'hier, c'est que le groupe Septéo a annoncé hier avoir fait, on va dire, un rapprochement et l'acquisition de la solution SoftClaw, qui est, on va dire, un des leaders français et sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de contrats. Et donc, nous ne doutons pas que, on va dire, ça va accélérer le développement et l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des solutions Legal Suite, afin d'être encore plus efficace et encore plus rapide sur l'analyse des contrats et l'extraction des informations principales. Voilà. Après, effectivement, je rejoins également ce qui a été dit, on va dire, par M. Grenier et Gignac sur le fait que, pour la plupart des clients, on va dire, il y a eu des discussions. Après, on a aussi des clients qui sont dans des secteurs d'activité. On a des clients à peu près dans tous les secteurs d'activité. Hein, donc, on a aussi des clients dans des secteurs d'activité qui sont impactés et qui luttent globalement pour leur survie au travers de cette crise. Donc des secteurs d'activité qui sont dans le tourisme ou dans des secteurs d'événementiel, par exemple, pour lesquels il y a eu un grand nombre de salons qui sont annulés. Donc là, vraiment, c'est une lutte pour leur survie complète. Et donc forcément, les discussions qui sont plus des discussions, on va dire, de clients-fournisseurs pour lesquels on maintient la relation pour être prêt à redémarrer quand la situation le permettra. Quand on est à lutter pour sa survie, la situation peut être un peu plus tendue. Et dans ce cas-là, on va s'attacher à être beaucoup plus exigeant et couper le maximum de contrats, le maximum d'engagements que l'on peut avoir. Voilà. Autre point, on va dire, qui était important dans cette relation avec les fournisseurs et les partenaires, on a essayé de mettre aussi en place à destination de nos clients des solutions pour permettre de continuer les activités. Ne serait-ce que, par exemple, signer un contrat en cas de confinement, ne serait-ce que voilà, disposer de la signature électronique, c'est un élément indispensable aujourd'hui pour pouvoir continuer d'opérer avec des clients et des fournisseurs. Et donc, on a été encore plus, on va dire, à proposer, on va dire, ces différentes solutions à nos clients pour leur permettre d'opérer, de continuer et avoir une continuité d'opération. Et également, par rapport à d'autres problématiques que pose cette crise aussi entre clients et fournisseurs, on a
comme on disait tout au début, on a essayé de faire preuve d'agilité par rapport aux problématiques. Et donc, on a intégré aussi des solutions de visioconférence dans nos solutions pour que les clients, les fournisseurs puissent directement, au travers de nos outils et nous de façon complètement intégrée, pouvoir continuer de communiquer directement avec des outils modernes et qui maintenant, on va dire, vont devenir la norme de nos nouveaux échanges. Ok, parfait, merci beaucoup. Madame Progin, tout à l'heure, vous avez commencé à aborder la vie sociale au sein de l'entreprise, notamment sur la tenue des AG. Comment, du coup, là, vous êtes organisé dans cette période-là et quelles sont les problématiques que vous avez identifiées justement pour pouvoir maintenir justement la tenue des AG? En fait, on a opté, on a regardé les statuts de nos sociétés et on a aussi regardé les textes qui sont sortis de façon à s'adapter le plus rapidement possible. Et on a décidé, dans la mesure du possible, de faire des consultations écrites ou des actes sous seing privé quand les statuts des sociétés nous le permettaient. Et on a donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de fonctionner par publipostage. Donc, on a adapté immédiatement le publipostage à nos contraintes, ce qui fait que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre façon de fonctionner, puisqu'on va traiter de la même manière qu'on avait fait l'année dernière. Les documents seront un petit peu différents, mais le support sera le même. On passera par l'outil Legal Suite. On sortira les documents de manière plus ou moins automatique, avec l'aide toujours de nos amis comptables qui nous auront donné leurs chiffres clés, etc. On a pu s'adapter assez vite, en fait, en prenant simplement, en changeant les documents par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais en gardant nos mêmes techniques qu'on avait adoptées déjà dès l'année dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que pour nos rédactrices juridiques, il y a une certaine continuité finalement dans la façon de fonctionner. C'est pas une réelle révolution dans les outils à utiliser. On va développer aussi, on a mis en place la signature électronique avancée de façon à pouvoir signer maintenant, y compris avec des partenaires, ce que nous n'avions pas fait l'année dernière, les documents qui vont être établis pour être le plus dématérialisé possible en fait dans nos échanges avec nos partenaires, puisque on a beaucoup de copromotions ou de partenariats pour les centres commerciaux et on a donc énormément de partenaires extérieurs à faire signer dans nos échanges pour les assemblées générales. Donc on s'est simplement adapté aux contraintes qui nous empêchaient de faire des réunions physiques. On a adapté les documents en fait. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Antoine Gignac, de votre côté, comment vous êtes adapté justement sur aujourd'hui, pareil, dans la vie sociale justement à la gestion et à la tenue des assemblées générales? Oui, en fait, nous, évidemment, on n'est pas une structure, on n'est pas une compagnie publique, donc on n'a pas le concept d'assemblée générale au même titre que mes collègues. Donc, nous, évidemment, on a un conseil d'administration. Évidemment, on avait déjà, nous, en place la signature électronique pour les résolutions du conseil, l'approbation des documents, etc., les états financiers, donc tout ça. Et aussi, évidemment, avec la signature de nos contrats. Donc, la signature électronique était déjà un outil qu'on utilisait. Mais évidemment, c'est un peu la même chose, encore une fois, avec la situation, c'est que on doit aussi obtenir les résolutions et donc toute l'approbation de façon électronique. Donc, on a continué un peu dans ce même mode d'opération-là, mais évidemment, la rencontre qu'on avait souvent ponctuelle du conseil d'administration n'a pas lieu. Mais évidemment, d'un point de vue juridique, maintenant, du moins en droit canadien, droit québécois, les documents juridiques signés électroniquement ont la même valeur juridique. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas nécessairement de changement. Alors, c'est peut-être une utilisation accrue qu'on a fait à ce niveau-là. Ok. De votre côté, Lionel, justement, comment, quelles solutions concrètes vous envisagez aujourd'hui ou vous pouvez apporter à cette problématique?
Déjà, effectivement, nos solutions, on va dire comme l'illustre l'utilisation faite par Altaria Cogedim, là, donc comme on a parlé très bien, Madame Progin, on va dire aujourd'hui, ça permet une dématérialisation, on va dire, de la gestion des filiales et de l'ensemble des participations. Après, on a cherché, suite à la demande de certains clients, à compléter nos solutions suite aux ordonnances du 25 mars qui permet la tenue des AG à huis clos. Donc, ils peuvent être tenus à huis clos jusqu'à la fin juillet, et donc ça pourrait éventuellement être prolongé. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de nos clients nous ont demandé d'aller encore au-delà dans nos solutions pour faire une dématérialisation, on va dire, complète de l'AG et de fournir des solutions donc de visioconférence, par exemple, pour gérer, on va dire, l'assemblée, d'avoir également une dématérialisation de la convocation, donc qui peut être éventuellement envoyé par mail aujourd'hui suivant cette ordonnance, mais qui peut, pour certains clients, on va dire, souhaitent l'avoir une impression avec un courrier recommandé traditionnel. Et donc, nous avons, en fait, nous capitalisons avec d'autres entreprises du groupe qui proposent, en particulier pour des solutions immobilières, des solutions d'impression, donc avec envoyé d'impression et envoyé de recommandé. Donc la solution de tenue de la vidéo avec la solution Teams, donc la saisie de l'ensemble des votes, la suivi de l'ensemble des votes des résolutions, du quorum, et ensuite l'envoi des PV aux différents participants. Donc vraiment une solution de dématérialisation pour ceux qui veulent vraiment avoir un outil pour la tenue de l'Assemblée générale qui puisse être réalisée en dématérialisé avec l'ensemble des éléments de convocation et d'envoi des PV aux différents participants. On ne t'entend pas, Dan. Dan, on ne t'entend pas. Voilà, il nous reste 10 minutes. Oui. Je voulais que ce soit résolument interactif, mais c'est vrai que c'était passionnant. Mais moi, j'étais pris un peu en vous écoutant dans tout ce que vous disiez. On va bien sûr interagir avec les personnes qui sont présentes et n'hésitez pas, vous avez un petit bouton là pour poser vos questions que je relayerai tout de suite après. Et juste avant ça, alors dans une vision prospective, dans la perspective, dans l'optimisme, pourquoi pas, pour sortir un peu peut-être de cette morosité ambiante. Jean Monnet disait les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Je pense que, comment dire, on a été un peu contraint, c'est sûr, hein, d'accélérer un peu tout ça. Il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas. Hein. C'est une question de changement, on se l'appropriait ou pas. Et en fait, à un moment donné, au lieu de le subir, il faut l'accompagner. Je pense que beaucoup de personnes, en effet, en sortiront grandi, changé, à tout point de vue. Et je pense aussi que, et je vous laisse bien sûr la parole, parce que je sais pas si je me suis fait un webinaire pour moi tout seul. Je pense aussi forcément que ça va être extrêmement bénéfique par rapport à ce qu'on appelle de plus en plus les soft skills au sein dans le monde des juristes. Et jamais, moi en tout cas, ça fait 20 ans que j'évolue dans l'univers du droit. Je n'ai vu la fonction juridique et notamment le juriste autant valorisé que là récemment, justement, et qu'on voit plus du tout cette fonction comme un centre de coût, mais là vraiment comme un centre de profit, avec une vraie valeur intellectuelle, avec une vraie réflexion stratégique. Donc, je pense qu'il y a vraiment une mise en lumière en ce moment du juriste qui est vraiment ultra sollicité de partout, y compris sur des questions qui ne sont pas peut-être de son fait dans une entreprise. Pour vous, justement, dans l'après-Covid, je ne vais pas vous demander si à votre avis ça va perdurer ou pas, on est passé dans un autre monde, mais quels sont les impacts et surtout, quels seront pour moi, je pense, et pour vous, les plus grands challenges, surtout à relever? Peut-être Émilie Progin, Jean-François Grenier pour commencer. Alors, je pense que nous, dans la conduite du changement, on a effectivement on a eu beaucoup à accompagner l'équipe pour s'approprier ces techniques. On était effectivement sur des équipes qui avaient un fonctionnement assez pas ancien, mais ancré. Et prendre des nouvelles technologies, ça a toujours un petit côté difficile à pouvoir appréhender. Maintenant, on a une année de recul. Les équipes, finalement, l'ont assez bien intégré et sont même demandeuses à la rigueur d'aller de l'avant sur l'apprentissage de nouvelles technologies.
Donc, je pense que en fait, les gens ont l'habitude finalement maintenant, même dans leur environnement personnel, d'évoluer avec ces nouvelles technologies. Et on aura forcément des moments où il faudra accompagner fortement les équipes, mais globalement, je pense que nos mentalités sont déjà quand même assez ouvertes à tous ces changements qui s'opèrent. Donc, je ne suis pas hyper inquiète sur le fait qu'on arrive à prendre ces changements assez rapidement finalement. On aurait parlé de ça il y a un an, je vous aurais dit oh là là, ça va être compliqué, mais finalement, rétrospectivement, je trouve que ça se fait plutôt pas mal. Je ne sais pas si Jean-François est d'accord avec moi, mais si vous voulez, je crois surtout vis-à-vis de notre direction générale, vis-à-vis d'autres services de groupe, ce qui s'est passé a été la démonstration éclatante de ce qui pouvait passer pour des gadgets. Je pense, par exemple, au fait que nous avons adhéré, comme quelques sociétés du CAC 40, à Votaccess, qui est en fait la dématérialisation de l'Assemblée générale des sociétés cotées. Ça semblait relever du gadget. Et, le déploiement de la signature électronique, c'est un côté un peu ludique, surtout avancé, avec un code, pourquoi pas la reconnaissance faciale. Et puis finalement, au sein du groupe, c'est nous qui avons été les premiers à déployer la signature électronique et aujourd'hui, le groupe nous en est profondément reconnaissant. Donc il y a, je crois, la légitimation de tout cet effort de numérisation qui semblait, comme je vous le disais, relever un petit peu du jouet qui aujourd'hui est devenu une chose nécessaire. Maintenant, la phrase que vous citez, je pense qu'il faudrait la relativiser, c'est-à-dire que c'est vrai que le changement on le conduit en période de crise, mais c'est surtout vrai pour les pouvoirs publics dans ce pays. Et je trouve qu'ils n'ont pas été brillants parce qu'en définitive, le confinement a commencé de facto le 13 mars. Il a fallu attendre le 25 mars pour recevoir des ordonnances qui, pour la plupart, n'étaient qu'un catalogue d'évidence. Chacun des experts et professionnels de chacune des ordonnances attendait. Ces mesures, elles étaient d'ailleurs parfois un petit peu décevantes. On parlait tout à l'heure de l'organisation des assemblées. Pourquoi n'est-on pas allé jusqu'à la possibilité d'avoir des actes sous seing privé par signature électronique? Donc, sur tous les sujets où on s'aperçoit aujourd'hui que, par exemple, le service de l'enregistrement accepte, en période de confinement, de recevoir des mails. Pourquoi n'ont-ils pas fait plus tôt? Aujourd'hui, les greffes refusent la signature électronique. Donc, vous avez encore une forte résistance de la part de tout ce secteur parapublic, public, qui n'a pas pu résister en cette période de crise, mais j'espère bien que ce sont des acquis pour l'avenir. Ce ne seront pas des solutions simplement provisoires. Donc, je pense, si vous voulez, que quand vous voyez la rapidité avec laquelle les entreprises se sont adaptées et ont réussi quand même à continuer à télétravailler, au regard de la lenteur des pouvoirs publics, je pense que ça relativise beaucoup toute cette propagande aujourd'hui sur l'État et le Léviathan. Heureusement que nous avons un État fort. Je pense qu'effectivement, on attend de lui maintenant qu'il ne soit pas à la remorque du changement. Je vous rappelle que tout ce qui a trait à la dématérialisation, à la signature électronique, au registre électronique, blockchain, etc., c'est quelque chose qui n'a été véritablement légiféré que l'année dernière. On a toujours un temps de retard. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va convaincre le législateur, ça va l'embarquer véritablement avec nous et qui va enfin se décider à simplifier les choses dans la sécurité d'ailleurs, hein, c'est son rôle, et que tout ce qui, pour l'instant, semble provisoire et réservé à la période de confinement pourra effectivement constituer autant d'acquis. Et comme je vous le disais, moi je trouve que vis-à-vis des autres services, vis-à-vis de la direction générale, c'est vraiment légitimation de la nécessité de toute cette dématérialisation. Et on n'a encore rien vu, hein, puisque, comme le disait à juste titre Antoine, l'intelligence artificielle, comme le soulignait Lionel avec ses formules d'exploitation du data, ça ne fait que commencer. Donc, ce que montre une période de crise,
c'est que c'est une question de vie ou de mort. Bon, après la crise, eh bien, il faudra aussi en être convaincu. Mmh. Extrêmement intéressant. Antoine, pareil. Vous, forcément, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'acculturer, d'évangéliser hein, sur le numérique et le digital. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui, ça y est, pour tous les évangélistes, que le digital était présent. De votre côté, justement, comment vous voyez l'avenir, en tout cas pour vous, dans votre fonction juridique et associée au numérique au Canada? Ouais, ben effectivement, pour nous, effectivement, c'était déjà une situation de facto d'utiliser les technologies, euh, les dernières technologies. Maintenant, pour la fonction juridique, évidemment, l'avocat en entreprise est toujours, du moins dans ma vision à moi, une fonction de support et de conseil aux activités commerciales, au développement de l'entreprise. Donc, il doit être vraiment un conseiller, un accompagnateur. Donc, ça ne change pas, mais évidemment, il faut être encore plus près, je dirais, des processus pour que la fonction juridique soit vraiment intégrée, si on veut, dans l'entreprise, dans les différents processus. Et je pense qu'une situation comme celle qu'on vit a peut-être décuplé justement la valeur ou la pertinence de la fonction juridique au sein de l'entreprise et aussi avec l'utilisation des outils. Et chez nous aussi, on commence déjà, comme M. Grenier faisait référence au pouvoir public, on commence à voir, nous, déjà des changements radicaux. On voit déjà des procès virtuels qui sont en cours dans les tribunaux, chose qu'on aurait cru absolument impossible il y a quelques mois à peine. Alors déjà, on voit que effectivement les crises vont permettre vont créer des opportunités, et je pense que c'est effectivement ça qui est intéressant et pertinent pour la suite des choses, c'est qu'on va voir peut-être des changements qui font tout à fait du sens, mais qui avaient peut-être besoin d'une situation, disons, plus grave, entre guillemets, pour pouvoir se déployer. Donc, c'est quand même des éléments, je trouve, intéressants et rassurants jusqu'à un certain point pour la suite. Ouais, une situation qui pouvait montrer justement que l'implémentation de ces outils apportait une vraie valeur ajoutée et que c'était des outils qui étaient robustes, éprouvés, qui apportaient une efficacité opérationnelle et une plus grande efficience, en effet. Lionel, pareil, pour conclure, comment vous Oui, vous bon, on va dire, positionnez moi je vais là-dessus? abonder un peu dans le sens qui a été dit. Je pense qu'effectivement, ces outils, cette période, on va dire, va amplifier et renforcer, on va dire, les outils et la nécessité de la digitalisation, de la dématérialisation. Je pense qu'on va dire, on est tous convaincus qu'il n'y aura pas, on ne pourra pas revenir au monde d'avant. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront acquis. On a prouvé qu'on va tous travailler en télétravail pendant 2 mois de façon efficace, parfois même, je dirais presque plus efficace, peut-être au détriment un peu de notre vie privée, mais en tout cas, on va dire de façon très très efficace. Et je pense qu'après, on pourra, voilà, cet état va perdurer. Je pense que cette transformation digitale va être légitimée et va s'accélérer, on va dire en particulier dans les entreprises, voilà, parce qu'on va poursuivre. Et on l'espère aussi qu'elle va transpirer des entreprises vers le monde judiciaire au sens large, et que l'ensemble, va dire, du monde de la justice, des avocats, des notaires, des directions juridiques, on va dire, vont effectivement adopter l'ensemble de cette digitalisation. Bon, on le voit aussi un petit peu, effectivement, par exemple, avec les notaires qui acceptent un certain nombre de transactions dématérialisées. Bon, on va dire au moins pendant cette période d'état d'urgence, on espère bien quand même que ça va perdurer. Mais bon, ça, les pouvoirs publics le diront par la suite. Et quant à nous, on va dire pour nous, Legal Suite, on va dire nous, notre ADN, on va dire ici, il est double, hein. Il est à la fois, on va dire, une très grande proximité de nos clients. On note un peu notre logo, c'est par des juristes pour des juristes, et je pense que c'est vraiment des choses qu'on veut encore amplifier parce qu'on a besoin d'être encore plus proche, on va dire, de nos clients, pour s'adapter au plus près de leurs besoins, et aujourd'hui, effectivement, de faire preuve d'encore plus d'agilité dans cette période-là. Et l'autre élément, c'est l'innovation. On a besoin et on va amener de plus en plus d'innovation à nos clients, donc pas des innovations juste pour le plaisir d'avoir des innovations, mais pas des innovations pour permettre davantage d'efficacité et de performance, et leur permettre aux directions juridiques de répondre plus vite et de mieux répondre aux besoins de leurs clients internes, qui leur demandent de l'agilité et en même temps une maîtrise des risques. Parfait, merci beaucoup. J'ai deux questions. Je vais essayer de les regrouper aussi en deux,
parce qu'ils ont plusieurs sous-questions. Déjà, on nous demande de citer les outils qui sont utilisés pour la signature électronique. Je ne sais pas qui veut répondre. Ben, nous, on a DocuSign, entre autres, mais il y en existe. Il y a eSign Live, il y a DocuSign. Il existe peut-être une dizaine de fournisseurs de solutions de signature électronique, chacune avec des différences, des avantages, des inconvénients. Par exemple, je pense que pour Legal Suite, je pense que vous intégrez la plupart de ces On outils intègre la plupart, mais on est partenaire de DocuSign, donc qui Voilà. est, on va dire une solution très commune, qui est également utilisée par Altaria Cogedim, là, donc, et qui est aussi permet d'avoir différents niveaux de sécurité, donc des niveaux de signature simples, avancés, qualifiés, donc qui peuvent répondre aux différentes problématiques, différents niveaux de sécurité qui sont demandés suivant la typologie des actes à signer. Merci beaucoup. Oui. Oui, je voulais simplement, pour mes confrères avocats ou juristes, signaler qu'effectivement, pour la signature électronique avancée, il existe plusieurs procédés d'identification univoque du signataire, puisque c'est cela la condition, la condition sine qua non, de faire quand même très attention au RGPD, c'est-à-dire que ce type de procédé, la conservation de l'image, qui le plus souvent procède d'une pièce d'identité, c'est quelque chose qui finalement assez délicate à manier. Donc, il existe, nous, c'est ce que nous avons après avoir réfléchi, donc c'est finalement vers un code analogue à celui qu'on retient, vous savez, pour sa carte bleue. C'est donc un code de chiffres que nous avons retenu. On pouvait, qu'on peut d'ailleurs complexifier, mais de faire quand même très attention de ne pas se laisser embarquer par le côté un peu ludique parfois des systèmes de reconnaissance de l'identification des signataires, parce que il y a quand même un aspect protection de l'image, conservation de l'image des dirigeants sociaux et des signataires. Donc voilà, on a plusieurs procédés. Et voilà, et une dernière question, place donc de l'acte d'avocat électronique dans vos process, en me précisant que le greffe de Lyon accepte les actes électroniques d'avocats depuis quelques années. Oui, mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en entreprise ou lorsque vous êtes avocat et que vous adressez à d'autres greffes, vous êtes considéré comme un mandataire et la signature électronique n'est pas reçue pour les mandataires. Donc c'est un vrai sujet puisque finalement, c'est résumer le sujet aux toutes petites entreprises ou à un seul greffe. D'accord. Bah écoutez, hein, on a dépassé à peine. En tout cas, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas que demain, c'est le 1er mai. Et je pense que ce sera peut-être la première fête du télétravail. Donc, du coup, pour beaucoup, allez soutenir nos amis fleuristes dehors. Je ne sais pas s'il y a une mesure législative qui a été faite pour le commerce ambulant pour la vente de muguet, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, merci à tous infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon vendredi et un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.